Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise. Vous voulez qu'on patiente? Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité. Expliquez-nous comment. C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique. Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger. Vous êtes en train de paniquer les populations, là. Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical. Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM. Alors bonjour à tous et heureuse de vous retrouver. Alors jamais comme aujourd'hui, je crois que le titre de notre émission ne se justifiera. Nous n'avons qu'une terre et elle nous appartient à tous, pas plus aux uns qu'aux autres. Fort de ce principe, revisitons un petit peu le débat sur la bouvine qui a un petit peu perturbé ces derniers temps Montpellier. Non pas parce qu'il changera le monde. D'ailleurs, je me suis demandé ce que les écolos avaient à faire à une période où on avait tant de problèmes et de graves problèmes à gérer, de se préoccuper de la bouvine. Mais c'est parce qu'il relève d'une éthique qui nous concerne tous et qui mérite d'être développée. Pourquoi engendrer de la souffrance quand on peut l'éviter ? Et c'est un principe qui est reconnu en ce qui concerne l'être humain. Bien, on va voir que, en fait, avec le débat sur la fin de vie qui s'annonce, houleux, ça ne sera pas si simple. Bon, en tout cas, ce principe a du mal à gagner le monde animal. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, on a Edine Arizeli, qui est élue du parti animaliste à Montpellier. Bonjour Edine. Bonjour. Alors, en signant une tribune dans Le Monde qui réclamait que des souffrances soient évitées aux taureaux camarguais qui participent à la bouvine, vous ne vous attendiez sans doute pas à la levée de boucliers qui s'en est suivie. En tout cas, le 11 février, 200 chevaux camarguais. Ah, j'avoue que c'était magnifique quand même. On s'est un peu déplacé pour ça. Et quelques milliers de personnes sont montées à Montpellier pour bouffer de l'écolo et défendre la ruralité. Alors, est-ce que cela vous a étonné ? Alors déjà, pour recontextualiser la tribune, en fait, c'est une tribune que nous avons publiée dans le journal Le Monde le 7 janvier, qui a été signée par 50 personnalités politiques, donc des députés européens, des conseillers régionaux, départementaux, municipaux, les principales associations de protection animale, donc par exemple L214, la Fondation Brigitte Bardot, la SPA, One Voice, Paris Animaux Zoopolis, etc. Et donc, c'est une tribune qui est transpartisane, hein, on a plusieurs partis, donc le parti animaliste, c'est moi qui ai rédigé cette tribune, mais également parmi les co-signataires, on a des élus de Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, Génération Écologie, l'écologie autrement, l'écologie au centre, le MAN, le mouvement pour les animaux. Et donc cette tribune, elle ne demande pas l'abolition. Elle demande la réforme. Alors, on va y revenir longuement. En tout cas, effectivement, c'est important ce que vous venez de dire, c'est qu'elle ne demande pas l'abolition. Et donc, est-ce que cette mobilisation vous a surprise donc ? Elle ne m'a pas surpris parce que actuellement, on est à une époque charnière de l'histoire, une époque où on a le développement des droits des animaux et toutes ces grandes avancées sociétales, eh bien, cela génère de la contestation et on a eu l'expérience avec les précédentes hein, et aujourd'hui, non, ça ne nous étonne pas qu'il y ait de la résistance. Alors donc, il a fallu d'abord combattre les fake news. Vous n'aviez envisagé de mettre fin à la bouvine, ces jeux de vachettes et de taureaux qui font le bonheur de nos villages, des rasteurs, des touristes, etc. Et sans doute que les frustrés de l'interdiction de la corrida, puisque la loi d'Émeric Caron avait été rejetée, ont un peu profité et ont fait un peu un amalgame entre les deux. Oui, alors il y a eu une récupération politique. Alors, c'est important de rappeler ce qu'on demandait. Hein. Donc, en fait, dans la bouvine, il y a des activités. Dans les manades, ce sont les exploitations, les éleveurs, hein, où il y a de grandes souffrances. Et notamment, donc, la Ferrade,
La ferrade, ça consiste à brûler au fer rouge un animal avec une brûlure suffisamment profonde pour que ça atteigne la racine des poils et que ça ne repousse plus. Il y a l'escoussure. Alors avec un couteau, on va venir découper des morceaux d'oreille et c'est pas ce que j'ai entendu que c'était comme un piercing. Non, c'est pas un piercing, c'est découper des morceaux d'oreille. Tout ça pour identifier l'animal alors qu'aujourd'hui on a des méthodes, la boucle auriculaire qui est la méthode prévue par la législation. Alors on va en reparler donc d'abord. Déjouer cette fake news. Vous n'aviez jamais demandé la fin de la bovine. Ensuite, il a fallu faire preuve de pédagogie. Donc, pourquoi occasionner de la douleur, vous venez de le dire, alors qu'il est possible de faire autrement. Et enfin, défendre nos droits, parce que personne ne possède la ruralité. Donc, les chasseurs ou les urbains, nous lui devons du respect à la ruralité, bien sûr, à condition de savoir de quoi on parle. Alors, le président de la LPO, qui est un journaliste militant, Alain Bougrain-Dubourg, que vous avez sans doute peut-être connu pour ceux qui ont un certain âge, puisqu'il animait sur France Télévisions un grand nombre d'émissions sur la protection des animaux. Il a consacré plus de 40 ans de sa vie au combat de défense des animaux, et il reviendra sur les traditions. Mais alors, tout de suite, Edine, vous portez un nom basque qui nous rappelle que les Jeux de Hachette ne sont pas réservés à notre région, à l'Occitanie, mais que c'est tout le sud de la France, de l'Atlantique à la Méditerranée, de Bayonne à Saint-Rémy-de-Provence, où finalement les taureaux descendent dans la rue. Alors, bien sûr, ce n'est pas le taureau de Camargue. Quand on est à Bayonne. Mais c'est quand même une tradition qui est une tradition importante. Alors, on a parlé, vous avez évoqué tout à l'heure votre réaction face à cette levée de bouclier. Quand on touche aux traditions, en fait, est-ce que toujours c'est comme ça ? Très souvent, c'est très souvent le cas. Alors nous ne sommes pas contre les traditions, au contraire. Mais à partir du moment où une tradition génère des souffrances, que ce soit pour les humains ou les animaux, nous les dénonçons. Nous, au Parti animaliste, nous avons le mandat, nos électeurs nous ont donné le mandat de faire l'inventaire de toutes ces pratiques qui génèrent des souffrances pour les animaux, de les dénoncer. Et c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, on a une société qui demande plus de respect envers les animaux. On n'est plus à l'époque de la thèse de l'animal-machine de Descartes. On a eu de nombreux chercheurs qui se sont prononcés, notamment lors de la déclaration de Cambridge, en indiquant que les animaux avaient une sentience. Plus récemment, la déclaration de En tout cas, Montréal, une sensibilité. Voilà, une sensibilité. La déclaration de Montréal qui dénonce l'exploitation animale lorsqu'elle génère des souffrances pour les animaux. Alors, on est encore au Moyen-Âge pour les animaux. On a des souffrances terribles. Celle que je viens de citer aussi, dans la bovine, il y a la castration à vif qui se pratique. Donc tout ça, on le dénonce. Et en fait, on demande à ce qu'il y ait une réforme que certains ont déjà commencé. Donc on ne demande pas la lune, on demande simplement à ce que l'ensemble, qu'il y ait une réglementation qui encadre ces pratiques-là, pour que ces coutumes, ces traditions soient plus respectueuses des animaux et ne génèrent pas toutes ces souffrances. Alors effectivement, vous avez des gens qui disent la coutume c'est hyper important, c'est comme une espèce de cérémonie. Enfin, on le voit par exemple chez les peuples autochtones, il y a des traditions qui sont extrêmement douloureuses pour les humains et paraît-il, ces traditions font du ciment social. Il y en a effectivement qui sont inadmissibles. Hein. Je pense à l'excision, qui est une tradition et qui est pourtant pour les femmes absolument anormale aujourd'hui et en tout cas fortement rejetée. Donc, tout n'est pas bon dans la tradition. Ah oui, complètement. C'est intéressant que vous fassiez ce comparatif parce que souvent on nous accuse de mettre l'animal au même niveau que l'humain, mais en fait, il n'y a pas de... La souffrance, c'est une souffrance, en fait. Vous savez, jusque dans les années 70, les bébés étaient opérés sans anesthésie parce qu'il y avait une négation de la souffrance des bébés. Et il y a des articles qui le relatent. Et voilà, la société a évolué, il faut qu'elle évolue aussi pour les animaux. Alors,
on dit, il y a un journal local, moi, dont j'ai apprécié vraiment l'interview, c'est Loco, pour le citer. Il a interviewé un anthropologue, Frédéric Sommade, qui défend les écarts entre les cultures. Et justement, il fait la différence peut-être entre les écarts dans les cultures et les traditions. Et le principe de la confrontation d'humains avec des puissants bovins, il nous dit que c'est un symbole majeur des civilisations rurales eurasiatiques. Alors avec une multitude de variants, puisqu'on va de cette civilisation eurasiatique à notre bouvine, et puis ensuite on va jusque même au rodéo aux États-Unis, et le rodéo semble être aujourd'hui quelque chose que les Américains remettent en question également. Oui, ça n'est pas étonnant. En fait, la société en France est très en retard sur les questions de protection des animaux. À l'étranger, notamment dans les pays anglo-saxons, on a déjà des législations qui protègent beaucoup plus les animaux. On a ce débat qui a été mis dans la société bien avant qu'il n'arrive en France. Donc, en France, on a beaucoup de retard. Il y a combien de temps à peu près vous faites remonter ses origines? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu Vous savez, le bullfighting a été arrêté en Angleterre, par exemple. Alors, c'est pas la corrida, hein, c'était le fait d'attaquer un taureau. Justement, ça se pratiquait en Angleterre. C'était des sévices aussi, hein, taureau qui était attaché, soit de l'attaquer, soit avec des animaux. Ça a été arrêté il y a plusieurs siècles. Hein, donc, ça remonte à loin. Après, on a eu les premières associations en Angleterre, puis ça s'est diffusé aussi aux États-Unis, les campagnes de PETA notamment. Alors PETA, on rappelle, c'était une association qui se mettait en scène, qui pratiquait déjà de l'activisme selon les classiques de l'activisme. Oui, tout à fait. À cette époque-là, il y avait aussi Henri Spira aux États-Unis qui a fait beaucoup de campagnes pour les animaux, qui a eu du succès, notamment contre l'expérimentation animale complètement inutile pour les cosmétiques ou pour faire des tests tout simplement pour tester les réactions des animaux, mais sans aucune raison en plus. Donc, il a eu du résultat en faisant ces campagnes-là aux États-Unis. Peter Singer a publié un livre à son sujet d'ailleurs. Est-ce qu'on pourrait dire qu'en France, c'est par exemple Watson et Brigitte Bardot avec les bébés phoques qui ont commencé à peut-être sensibiliser? Alors, ils en ont fait partie, oui. La première loi, c'était la loi Grammont, protectrice des animaux. Mais alors, il faut savoir que cette loi dénonçait en fait les sévices sur les animaux en public. Donc, c'était un peu pour protéger le regard des humains, vous voyez. Mais bon, ça a eu un impact quand même pour les animaux. Donc, ça a commencé à cette période-là. D'accord. Alors, on va laisser la parole à Alain Bougrain-Dubourg. Donc, je rappelle, puisque je l'ai présenté au début de l'émission, que c'est un journaliste militant et que pendant ces 40 ans de bagarre contre le braconnage et la chasse illégale, il s'est souvent heurté aux traditions. Alors, Alain, bonjour. Qu'est-ce que vous a appris ce combat? Ça m'a appris deux choses. À la fois la détermination et la notion du temps. La détermination parce que ces combats demandent de la constance et le temps justement nécessaire à la réussite est compté. Je vais vous donner un exemple. Il a fallu 20 ans pour qu'une tradition comme la chasse à la tourterelle des bois dans le Médoc cesse enfin, alors que cette tradition était en opposition avec la loi. La chasse est fermée au mois d'août et c'était donc du braconnage. 20 ans pour faire respecter le droit. Il a fallu 10 ans pour obtenir la même chose pour les ortolans dans les Landes, 5 ans pour qu'on en finisse avec la glu, 10 ans pour le préjudice écologique suite à l'ERICA. À la fois les traditions, les mauvaises habitudes demandent du temps et de la détermination. Et bien on y arrive.
On n'y arrive pas toujours parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire qui sont dénoncées depuis longtemps. Mais globalement, c'est la seule façon, et après avoir tapé à toutes les portes, c'est souvent la justice qui permet de réussir, quitte à aller jusqu'à la Commission européenne et la Cour européenne de justice. Alors, la rencontre du 11 février sur l'esplanade n'avait rien d'une gentille manifestation. Hein. On a eu des injures, des fake news qui se sont multipliées. Et puis, on a vu Robert Ménard, qui était entre Patrice de Carolis et Laurent Jaoul, et qui, la veille, sur Sud Radio, avait été d'une violence absolument inouïe, rappelant que la tradition, finalement, ça lui appartenait. Alors, Frédéric Sommade, dont j'ai parlé précédemment, qui est l'anthropologue qui a effectivement répondu aux questions du journal Locaux, il rappelle qu'on ne peut pas nier que les fondateurs de la Bouvine, dans le giron de Frédéric Mistral au XIXe siècle, étaient d'un monde agricole, anti-républicain et proche de Maurras, et qu'il y a tout un courant animaliste qui est proche de l'extrême droite. En tout cas, c'est vrai que le 11 février, on a vite quitté la question de la Bouvine pour entrer dans l'idéologie politique. Hein. On se payait les écolos, on a défendu la chasse, on a défendu l'agriculture qui nourrit le monde, au contraire de l'agriculture locale. On a dénoncé le véganisme. J'ai entendu des choses absolument incroyables. Allez voir dans leur frigidaire, vous allez voir tout ce qu'ils ont, enfin tous ces gens qui se privent d'une bonne viande saignante et du foie gras à Noël. Et même à Noël, vous savez pas, ils sont en train de faire mûrir des cacahuètes ou je sais pas quoi. Enfin bon, c'était incroyable ce mélange des genres. Hein. Alors, vous avez... donc, ce débat devient complètement idéologique. Oui, alors déjà, je tiens à préciser qu'on a des plats excellents parmi les véganes. Et d'ailleurs, quand j'en fais goûter, sans dire que c'est vegan à des collègues, ils me disent « Ah, mais où tu as trouvé ça ?» et ils veulent connaître l'adresse. Oui, effectivement, alors, en fait, cette manifestation, déjà, il faut savoir que la Fédération de course camarguaise avait publié un tweet quelques jours auparavant en indiquant qu'il n'était pas associé à l'organisation. Donc la question de la bouvine, ça a été une récupération politique par les lobbies, par des élus qui sont proches ou qui sont eux-mêmes donc dans le milieu de la chasse, de la pêche. Il y avait des éleveurs de foie gras, même j'ai vu, des aficionados de corrida. Et en fait... chasse, pêche et tradition, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils se sont rassemblés à Montpellier ? Eh bien, c'est parce qu'à Montpellier, nous avons eu du résultat depuis que nous sommes élus. Donc, on a notamment résilié les conventions d'autorisation de chasse sur les terrains municipaux. On a voté un vœu appelant à interdire la présence de tous les types d'animaux dans les cirques. Et puis moi, en tant qu'élu du parti animaliste, je me suis également prononcé pour appeler à une interdiction de la pêche au vif, par exemple, qui génère de grandes souffrances pour les poissons, alors qu'on pourrait tout à fait s'en passer, pour également l'interdiction de la corrida, pour la réforme de la bouvine. Donc ils voient qu'en fait, on a des résultats et on arrive à instaurer un débat qui fait avancer la cause. Et ça, eh bien, effectivement, je pense que ça leur fait peur. Et c'est la raison pour laquelle ça s'est cristallisé à Montpellier. Alors pourtant, ce débat, il est important et on voit qu'effectivement, comme vous venez de le dire, il évolue. Alors il faut reconnaître que chez les écolos, ils ne sont pas tous non plus... enfin, quelquefois, j'avoue que moi qui venais de la campagne, j'ai parfois rigolé, notamment quand j'entends une élue écolo qui confond une perdrix avec un faisan. Enfin, j'ai vu arriver aussi, quand je suis arrivée à Paris, les anti-chasses qui ne savaient pas la différence entre un lièvre et un lapin. C'est vrai que ça nous faisait rigoler. Mais le bobo urbain, comme il a été souvent appelé parmi les manifestants du 11, il méconnaît parfois la réalité rurale. Il est juste de lui rappeler que la nature, c'est pas seulement le monde des bisounours, enfin que c'est pas comme ça, tout blanc, tout noir, mais que la ruralité lui appartient aussi et qu'il a le droit de la défendre contre des chasseurs et des agriculteurs dévastateurs. Alors, Bougrain-Dubourg n'a jamais caché qu'il était militant écolo. Il a même initié, il nous l'a dit tout à l'heure, le préjudice écologique. Et pourtant, il a réussi
à dialoguer avec la ruralité. Alors Alain Bougrain-Dubourg, quel conseil nous donneriez-vous pour réussir le pari de la réconciliation ? Et d'ailleurs, que faut-il réconcilier ? Moi, j'aime l'idée de réconcilier. La première des choses, c'est peut-être d'écouter l'autre, même si on a la certitude qu'on a raison, c'est valable dans les deux sens. Et je trouve que la démarche de réconciliation est démocrate. Dans le cas de figure, pour les bouvines, on constate que les propositions qui sont faites acceptent le principe, mais demandent des aménagements. J'ai le sentiment que pour espérer une bouvine durable, il faut passer par son évolution. Sans quoi c'est vraiment le glas qui sera sonné de cette tradition, il faut le savoir. Et puis, voyez-vous... Parce que vous pensez réellement que les évolutions des mentalités modifient réellement le terrain, modifient la réalité? Oui, parce que en fait, la société bouge. Il faut qu'on la voie bouger. Il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Je vais prendre les véganes, par exemple. Moi, je ne suis pas végane, mais qu'on les aime ou qu'on les aime pas, quand vous voyez maintenant des menus véganes dans les TGV, c'est qu'il y a un mouvement. Ce sont des jeunes, le plus souvent, qui ont entre 18 et 30 ans et qui ont un rapport au vivant qui est différent. Ils veulent du respect. Eh bien, ce mouvement s'installe. À partir du moment où on n'en tient pas compte, on génère des confrontations qui mènent nulle part. Je pense que même si il y a des traditions qui sont un peu choquantes, elles peuvent durer dès lors qu'elles s'adaptent. Si en revanche elles se bloquent dans leur intégrité, il est certain qu'elles vont être rejetées par la société. Alors, Edine, est-ce que vous pensez que, comme Alain Bougrain-Dubourg, qu'il faut avoir cette patience et cette capacité de dialogue? Est-ce que la génération d'aujourd'hui n'est pas un peu plus exigeante et n'a pas envie d'aller plus vite? Voilà. Je pense que... il y a eu, même dans les générations précédentes, des personnes qui ont appelé à une amélioration des conditions des animaux. Mais moi, je voudrais revenir aussi sur le débat rural, urbain. Non, en fait, il n'y a pas de dichotomie à faire. Nous, il faut savoir qu'au Parti animaliste, nous faisons nos meilleurs résultats dans les zones qui ne sont pas urbanisées, qui sont plutôt rurales. Et on a présenté 421 candidats aux dernières élections législatives. Et voilà, en fait, ceux qui sont les premières victimes après les animaux de ces violences, eh bien, ce sont les ruraux, parce qu'ils voient toutes ces souffrances animales, ils les rejettent, comme la majeure partie des Français. Et en plus de ça, ils sont eux-mêmes victimes, notamment je reprends l'exemple de la chasse, plus de 400 morts ces dernières années, des balles qui atterrissent dans les maisons, des gens, sans compter les blessures. On a même certains chasseurs violents qui menacent ou qui tuent les animaux, qui agressent les gens. Et là, pourtant, une demande qui est peu de choses, puisque c'est pouvoir simplement ne pas avoir de chasse le mercredi ou le dimanche, pour pouvoir se promener tranquillement dans la nature. Alors, ça a été des propositions. Après, nous, au Parti animaliste, nous demandons à une abolition de la chasse. On pourrait expliquer, on pourrait faire une autre émission, parce qu'il y aurait beaucoup d'argumentations que je pourrais vous développer. Mais effectivement, il y a plus, la chasse ne devrait plus avoir lieu, en fait. Et là, on s'est récemment prononcé contre, d'ailleurs, la chasse à courre. Il y a une proposition de loi qui va être présentée prochainement. Nous, au Parti animaliste, on avait publié une pétition justement sur le site du Sénat pour demander l'abolition, qui avait atteint les 12 000 signatures, qui avait été retirée avant le délai parce que ça montait en flèche. Et d'ailleurs, je tiens juste à préciser que pour la bouvine, j'ai également publié une pétition sur le site du Sénat et j'invite vos auditeurs à aller la signer si ça les intéresse. Alors, d'ailleurs, on a entendu l'Europe. Parlons un tout petit peu de l'Europe. Est-ce que l'Europe, pour vous, est un atout important ? Le 11, par exemple, on a fait siffler les députés européens. Oui,
L'Europe, alors justement, c'est le fait que l'Europe, ça ne soit pas uniquement la France qui permet de tirer la France vers le haut. Il y a eu des réglementations protectrices des animaux, notamment pour ce qui concerne les tests sur les animaux pour tout ce qui est produits cosmétiques. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire simplement que ce n'est pas à l'Europe de dicter à la France sa loi, mais que c'est la France elle-même qui doit prendre en charge? Ça devrait être les deux, en fait. À la fois la France et l'Europe qui proposent des améliorations pour la condition de vie des animaux. Mais malheureusement, la France est toujours en retard. On a un gouvernement et un président qui sont pieds et poings liés avec tous ces lobbies, notamment de la chasse. Et par exemple, un ministre d'État, Nicolas Hulot, qui avait démissionné parce qu'il avait demandé à ce qu'il n'y ait pas le lobbyiste de la chasse aux réunions ministérielles, et le lobby a eu plus de poids, et c'était notamment de Thierry Coste. Et justement, je voudrais dire une citation qui fera le lien avec la ruralité, le débat sur la ruralité. Donc c'était le journal La Croix qui a cité donc Thierry Coste, qui indiquait que, donc je cite, « L'idée que défendre la chasse revient à défendre la ruralité dans son ensemble est une assimilation fallacieuse que nous avons réussi à installer. » Ça en dit long. Alors là, on quitte un tout petit peu les problèmes de la bovine pour parler de la chasse, mais c'est vrai que tenir à la diversité culturelle, c'est aussi l'écologie. On n'a pas envie de voir subitement la terre uniformisée. Enfin, on ne voudrait pas voir toutes les femmes en jean, sauf si elles le désirent, mais c'est vrai que chaque coutume est quelque chose qui signifie quelque chose. Et donc, en défendant un petit peu les coutumes, on défend en même temps... on est contre un individualisme qui mettrait fin à toute cette dimension sociétale. Donc, ce débat sur la bovine, il est dans l'air du temps. Il va s'inviter chez les philosophes, chez les éthologues, chez les sociologues, chez les juristes. Donc, il y en a pour un petit moment. Mais il est clair que, en tout cas, le chemin vers le droit des animaux est maintenant parti. C'est la marche de l'histoire. C'est la marche de l'histoire. Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise. Vous voulez qu'on patiente? Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité. Expliquez-nous comment. C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique. Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger. Vous êtes en train de paniquer les populations, là. Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical. C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.